Allô, auditeurs de Ivocan Relais, on est dans Ebony et Érable. Aujourd'hui, je suis avec Clémentine Kofi. Elle est conseillère en sécurité financière. Donc, vous voyez, ces temps-ci, là, j'en reçois beaucoup. Et puis, j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Parce que dans la communauté, je ne sais pas si je vais dire dans la communauté ou bien je vais dire, étant immigrant, souvent, on a souvent des carences ou bien souvent, on ne sait vraiment pas trop, on n'a pas la bonne information. Donc, avoir des personnes ressources dans notre communauté pour pouvoir nous donner leur juste, si j'ai l'occasion de les avoir, je pense que c'est bon pour qu'on puisse, nous tous, se former tous ensemble et puis avoir leur juste. Parce qu'au Canada, information est mieux que l'argent. Il y a tant la personne qui a me dit que ce qu'elle dit là, c'est faux. Et puis, il a lui démontré comment l'information est mieux que l'argent. Bonsoir, Clémentine. Oui, bonsoir, Nelly. Merci encore d'avoir trouvé le temps. Parce que c'est la dame là, elle-même là, elle nous entretient souvent les dimanches avec des professionnels aussi sur sa page TikTok. Elle va nous dire ça tout à l'heure. Donc, elle n'a pas, en plus qu'elle est travailleuse autonome, donc elle doit gérer son calendrier. Donc, souvent, c'est difficile. Donc, je remercie Clémentine Kofi d'avoir eu le temps aujourd'hui pour nous accorder. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, à ceux qui nous écoutent? D'accord. Ok, je suis Clémentine Kofi. J'espère que vous m'entendez bien comme tu l'as dit déjà. Je suis mère, mariée, donc mère de 3 filles. Je vis à Ottawa, voilà, depuis 4 ans. Je suis au Canada depuis, ça va faire bientôt 9 ans. Ça fait 9 ans déjà, je crois. Oui, ça passe tellement vite. Et je suis originaire de Côte d'Ivoire. Me voici succinctement présenté aujourd'hui travailleur autonome dans le domaine des finances et des assurances. Merci beaucoup pour ta belle présentation. Quand on va continuer là, vous allez, je vais dire, on va décortiquer. Donc, d'où vient ta passion pour la finance? Parce que ce qu'elle vous a pas trop dit, c'est que ça vient après dans son parcours, elle va détailler, vous allez voir que c'est maman finance qui est là. Donc, d'où vient ton amour pour ce domaine-là, précisément? Bon, je pense que ça vient un peu depuis même le lycée. D'abord, l'esprit, comme on dit, synthétique, euh, les chiffres, la géométrie, en tout cas, tout ce qui est chiffres. Et pour moi, quand j'ai fini mes études secondaires, que je devrais embrasser une carrière, ça me paraissait bien la comptabilité. Donc, c'est depuis donc, 1997 que j'ai eu mon bac que je suis rentrée déjà dans une école. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe Agitel, Achutec en Côte d'Ivoire, que j'ai commencé à faire un BTS en comptabilité. Donc, mon objectif, c'était de devenir expert comptable. J'étais sur le point d'être quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Donc, pour moi, c'est la suite de ça que je suis en train de vivre ici. Donc, c'est ça. Dans ton parcours professionnel, tu as travaillé avec des banques quand tu as ici. Donc, tu as travaillé, Oui. par exemple, chez BMO, tu as travaillé chez TD. Qu'est-ce que cette expérience t'a appris? Ok. Travailler dans une banque, franchement, depuis la Côte d'Ivoire, c'était mon souhait. Je voulais même travailler à la Générale. J'ai pas pu y accéder. Ben, je travaillais déjà en Côte d'Ivoire là-bas aussi. Mais ici, avec ces grandes banques-là, j'ai vu que la rigueur de travail euh, est très important. Il faut être rigoureux. Ça pardonne pas les fautes. Il faut vraiment être rigoureux. Et puis surtout le service à la clientèle. Franchement, c'est à la banque que on dit, quand on dit le client est roi, qu'on peut le voir. Parce que ça va être vraiment difficile qu'un client n'ait pas raison. Parce que il faut vraiment accommoder le client. Donc, le service à la clientèle est très important. Parce que je travaillais à la banque, mais dans le côté assurance. Et
D'un côté, je dirais, j'ai fait plutôt beaucoup plus de services à la clientèle. Dans un premier temps, dans le bureau de conseiller où j'étais assistante de conseiller. Mais après, j'ai été aussi au service à la clientèle, c'est-à-dire par téléphone en tant que conseillère en assurance dommage. Donc, les clients, ils appellent directement et ça m'a vraiment appris qu'il faut s'adapter aux clients, il faut vraiment écouter. L'écoute, c'est très important. Et le retour, retourner l'appel du client, retourner la demande du client, il faut se donner un délai de rigueur. Donc, franchement, à la banque là-bas, j'ai appris ça. Le client est roi, il faut répondre, il faut lui répondre, il faut oublier ses émotions et autres, mais il faut travailler à satisfaire, à mettre le client en priorité, à satisfaire vraiment le client. Et c'est pour cela qu'il fallait développer l'écoute euh, et tout ça, la valorisation de la personne et L'empathie. l'empathie. Par exemple, un client qui t'appelle, c'est vrai que euh, tu veux lui vendre un produit ou en tout cas tu veux lui offrir un service, mais si le client commence à te raconter une histoire comme oh, en venant j'ai fait un accident ou bien j'ai tel parent qui est décédé, il faut lui montrer de l'empathie en lui disant oh je suis désolée de l'apprendre et tout avant de continuer. On va pas dire non ça que ce côté-là ça m'intéresse pas du tout. Donc et puis aussi j'ai appris que là-bas, il y a la discipline, le rendement. C'est important, se fixer les objectifs et pouvoir après s'asseoir pour réviser les objectifs qu'on s'est fixés. Est-ce qu'on les a atteints? Donc, c'est surtout ça. La banque est un lieu très discipliné, mais aussi un lieu de travail stressant aussi. Ça m'a appris ça aussi. Ouais. Je suppose que tu avais tout type de clients. Quand je dis tout type, ça peut être des nouveaux arrivants, des anciens, des personnes de souche et tout. Qu'est-ce que toi, au service à la clientèle, tu as observé chez cette client-là en termes de compréhension de finances? Oh, bon. Étant à la banque, comme je le disais, c'était beaucoup plus les assurances que j'ai fait. Pour les immigrants, en tout cas, il y a vraiment une très grande différence. C'est que les immigrants ont une très grande, je vais dire, un manque d'éducation financière. Ça, c'est vraiment très clair. Par exemple, les assurances, on n'a pas ça dans notre culture. Et c'est vraiment, pour la plupart des personnes, ce n'est pas leur souci de s'assurer. Je parle beaucoup plus d'assurance parce que c'est ce que j'ai beaucoup plus fait. Par contre, ceux qu'on a trouvés ici, les Occidentaux, c'est vraiment pour eux un réflexe. C'est vraiment un réflexe. Ils vont s'assurer pour tout. Souvent même, j'ai l'impression qu'ils sont trop assurés d'ailleurs. Ils sont assurés pour tout. Voilà. Donc, franchement, le manque d'éducation financière, le plan, le fait d'être un peu désordonné sur les bords, de ne pas aller chercher, pour les immigrants, de ne pas aller chercher les informations, euh, mais d'être toujours surpris, finalement, qu'on avait telle chose qu'on avait écrit dans notre contrat. C'est comme, je ne comprends pas qu'est-ce que j'avais souscrit. Ça m'étonne tout le temps. Je n'ai rien compris. Je dis, comment tu as souscrit un contrat que tu n'as rien compris? C'est pas qu'on refuse de vous expliquer, mais au moins demander. Et puis, l'immigrant, il est, comme on dit, intimidé par les bureaux. Il est intimidé quand il rentre dans un bureau de conseiller. Donc, il pose pas beaucoup de questions. Pour lui, tant que c'est dans un bureau, le local est là, pour lui, c'est une garantie qu'on a ses meilleurs intérêts à cœur. Ce n'est pas toujours vrai. Tant que on n'a pas l'information et que c'est l'autre qui décide pour nous et qu'on ne connaît pas les options qu'on a à choisir, c'est pas l'autre qui fera notre bonheur à notre place. Oui, c'est ça, c'est quelque chose que je souligne. Ça fait que finalement, on va regarder des contrats qui n'ont pas d'allure. Euh, Quelqu'un qui vient d'arriver, ça fait même pas 2 ans, qui peut-être payerait des assurances pour pratiquement 1 000 $ par mois et qui n'est pas en train d'économiser suffisamment dans ses comptes enregistrés ou alors qui ne connaît même pas. D'autres qui disent que les comptes enregistrés, c'est de l'arnaque. Bon, franchement, ça dit un peu de tout et de rien. On se passe les messages l'un à l'autre. C'est ce que ton tuteur qui t'a accueilli t'a dit que tu crois.
franchement, alors que les informations sur les sites du gouvernement sont disponibles, on a une autorité du marché financier qui a un site public, on a même les sites du gouvernement. Si on s'en va là-bas, tous ces comptes existent là-bas, les institutions financières existent. Souvent, quand tu parles d'une société de gestion, tu donnes le nom, la personne te demande, mais est-ce que ce n'est pas de l'arnaque? J'ai dit, mais si moi je te dis que c'est pas de l'arnaque, tu croirais? Parce que c'est comme, je parle d'une compagnie partenaire, donc je ne vais pas montrer mon propre village avec ma main gauche. J'aurais aimé que toi-même, tu me demandes les noms des structures et puis tu fasses ton autocritique, une auto-recherche, même moi-même. Tu peux aller chercher comment on vérifie si un conseiller est légal, mais tu veux que je te dise tout. Donc, c'est tout ce que moi je vais te dire, c'est ça que tu vas prendre. Donc, si jamais tu découvres quoi que ce soit qui n'est pas exactement comme je t'ai dit, pour toi, je t'ai trahi, c'est pas de ma faute, c'est ta faute. Parce que tu avais le droit aussi d'aller chercher l'information. En fait, c'est ça. Je dis, vous voyez, non, on est à 13 minutes et puis on a fini pratiquement. Parce que ce qu'elle nous dit là, c'est tellement de ressources. Pour ceux qui nous ont pris à l'entame, quelqu'un qui offre du service à la clientèle, elle a déjà donné les papos. Maintenant, ici, on est en train de parler des carences un peu qu'elle a remarqué. Donc, prenez les notes là, parce qu'elle a tellement, elle nous dépeint, et je me mets dedans. Elle nous dépeint tellement que on prend les notes et puis on essaye de faire un tri et puis essayer d'avoir des attitudes plus positives. Et elle a tellement raison de dire que si elle vous conseille quelque chose, vous avez tous les moyens de vérifier. Et Oui. c'est pas juste avec elle. Ça veut dire qu'avec tout le monde, vous devez vérifier. On ne sait jamais. Il y a des gens qui disent non, c'est pas c'est mon frère. Tiens. Non. Les frères là, même en couple. Attends, il y a vous dire en même temps. Et on sait que si on coupe frère là, avant de gâter, non, il va sciencer. Vous comprenez ce que je dis, non? Pourquoi quitter un cadre stable, donc travailler à la banque, pour aujourd'hui être travailleur autonome? OK. En tout cas, pour moi, c'est vraiment beaucoup lié à mon caractère personnel. Je suis une personne qui n'est pas vraiment du système. Je suis pas lève-tôt déjà. Et puis, j'aime le changement. Et je suis une personne qui veut l'impact. C'est-à-dire, quand on a déjà tout planifié, tout est comme ça, un peu comme je travaillais à Tidi en tant que, j'étais conseillère, bien payée, on était franchement bien vu, une très belle équipe. Mais imagine-toi, tu dois commencer à travailler à 8 heures. À 8 heures, il y a un logiciel ou une application qui doit marquer que tu as cliqué là-dedans. Ça te chronomètre, c'est collé à toi. Quand tu dois prendre une pause, tu reviens. Je ne suis pas comme ça. Donc, il y a ce manque de flexibilité-là que je n'ai pas aimé du tout. Je me rappelle quand j'avais eu mon travail à BMO, et on était même au siège. Le premier jour, je partais au travail. Je suis rentrée dans le métro et puis j'ai vu des gens c'était en octobre, novembre, là, ils étaient dans des manteaux. Tout l'autobus, les gens, ils étaient tous noirs et puis chacun somnolait comme ça. Dès qu'ils arrivent à leur arrêt, ils se sautent, ils descendent. J'ai déclaré que moi, je ne veux pas cette vie-là pour toujours. Non. Je vais trouver le moyen de m'en sortir. J'ai toujours su que je ne suis pas comme ça. J'ai du mal à rester dans un système comme ça. Non. Et je ne sais pas que je n'ai pas été employée, mais j'ai été employée, mais j'ai toujours perdu ma joie très vite. Et oui, très vite. J'aime parler aux gens. J'aime être sincère. J'aime pas aussi l'environnement hypocrite. Il y avait un environnement très hypocrite. Et on me l'a toujours reproché de ne pas trop m'impliquer à parler aux gens parce que, imagine-toi, ton manager t'appelle et te dit, hello, how are you doing, kids, tout et tout. Parce que moi, je travaille dans un environnement anglophone. Mais quand ton manager t'appelle tout de suite, tu sais que c'est pour te passer le savon ou bien c'est parce qu'il y a une erreur quelque part. Je me dis, hey, go ahead, dis ce que tu veux dire tout de suite, tu vois. Donc, moi,
je vais être franche, je veux vivre une vie de liberté. Donc, il y a seulement ça, le manque de flexibilité. Et puis aussi, euh, excusez-moi pour vous qui êtes salariés, il y a la sécurité financière d'être salarié, mais il y a aussi l'illusion du salaire. Quand je travaillais, que je gagnais $20 de l'heure, je me disais, quand je vais avoir 30, je vais être vraiment bien. J'ai 30. Après, j'ai dit que je vais avoir 40. À chaque fois, j'étais déçue de ce qu'on va me donner. Je me dis, bon, OK, si je me donne Dieu, ça ne change pas trop grande chose. La banque, je vais vous dire, la banque ne paye pas bien. Les banques ne payent pas bien pour la majorité des postes. D'abord ça. Oui, oui, oui. Quand j'ai eu ma première augmentation de $45, je pensais que c'était, je ne sais pas, à $45, je ne sais pas par jour qu'ils ont ajouté dessus, mais c'était $45 pour toute l'année. Quand j'étais à BMO, je me suis dit, mais c'est comme, ça n'avance pas. Mais quand j'ai regardé tous les défis qui m'attendent, moi, je suis arrivée ici, j'avais déjà plus de 30 ans. Je suis dernière d'une famille de 11 enfants. Ma maman encore vit. À quel moment je vais faire face à toutes ces réalités et puis la vie des rêves que je vais avoir le temps et l'argent pour le faire. Donc, pendant que je travaillais, j'ai cherché une opportunité. Ça n'a pas été facile. J'ai fait beaucoup de choses. Donc, si j'ai quitté la sécurité financière, mais je ne l'ai pas quitté comme une personne qui va à l'aventure. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas dingue. Pendant que je travaillais, j'ai commencé à bâtir mon business de côté, petit à petit, jusqu'à ce que j'atteigne le volume d'activité. Je pense que tu as été témoin même de mes débuts, quand j'avais fait le poste pour dire que moi, je faisais une formation. Donc, certes, ce n'est pas cette formation seulement qui a fait de moi ce que je suis, parce qu'il y a longtemps, je suis dans le domaine des finances. J'ai exercé en tant que DAF déjà en Côte d'Ivoire. Donc, le milieu des finances, je le connaissais. Il me fallait les diplômes pour vraiment me lancer et les certificats ici. Parce que ici, tout ce qu'on fait doit être certifié. Donc, j'étais déjà dans le domaine. Donc, j'ai quitté pour des raisons personnelles. Et j'ai vu que tu as posé une question. C'est cet équilibre-là. Tu vas me demander, en tant que mère, comment je fais? C'est cet équilibre que je n'avais pas, que j'ai dû quitter mon travail pour avoir un équilibre. Voilà. En tout Ah, cas, j'ai connu beaucoup de... j'étais même dit de faire la vidéo. Peut-être même après moi maintenant, tu fais vidéo. Mais j'étais même dit de faire vidéo. C'était pas évident de cas, mettre son visage, non. de mettre son visage à l'écran. Mais au début, là, tu étais un peu frileuse. Et puis, aujourd'hui, vraiment belle évolution. Tu essayes d'envahir je vais dire, les réseaux sociaux positivement. J'insiste dessus. Parce que je ne sais pas si elle dit, tu nous éduques financièrement, et puis gratuitement. Parce que souvent, les gens, ils vont te voir en quelqu'un qui veut vendre ses services. Mais deux fois, là, c'est 1h30 de tes vidéos que nous, on écoute sans d'abord payer 5 francs. Ouais. Mais tu nous donnes de l'information. Et comme j'ai dit au départ, c'est l'argent que tu nous donnes. Donc, si par derrière, tu arrives à avoir des clients, tant mieux. Et puis, tes clients, là, pour la personne professionnelle que je suis et que je sais que tu es, je crains même pas. Je crains même pas pour leur portefeuille. Et puis, toi, tu n'aimes pas les cadres. Moi, je suis quelqu'un de cadre. C'est pour ça que je souriais. Parce que moi, j'aime les cadres. Quand il n'y a pas de cadre, là, je suis un peu perdue. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes me demandent... Donc, c'est ça que je te dis que c'est une question de personnalité. Oui, oui. Beaucoup de personnes me demandent, mais pourquoi tu n'es pas à ton compte? Pourquoi tu es toujours et tout? J'aime le cadre. Franchement, j'aime le cadre. Mais comme tu le dis, ça ne nous empêche pas d'avoir sur le côté parce que si tu as dit quelque chose de très important, mon mari dit quand tu as 10 000, tu as un problème de 15 000. Mais ça va avec. Quand tu as 30 000 et $30 de l'heure, tu te dis que ça va aller quand tu vas avoir $40. Mais le problème, il y a un X qui est connu, mais que tu penses que tu ne connais pas, qui est l'impôt, qui est mesuré en lien avec ton augmentation. Oui, donc, effectivement. Il ne faut pas penser que
Si Oui. j'ai 30, si je passe de 30 à 40, c'est 10 dollars de Oui, plus. oui, Non, non, oui, non, oui. non, non. Non, 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 c'est pas automatiquement Voilà, comme ça. C'est à c'est ce pas qu'on appelle automatique. le taux d'imposition marginal qui Oui, va rentrer en ligne de il va compte. Donc, tes augmenter. derniers dollars peuvent tomber dans des tranches d'imposition plus élevées Oui, et t'es ramené même en arrière, même des fois. c'est ça. C'est pour ça qu'on met dans le REER, tu vois. On va continuer. Donc, pour Si. essayer de rattraper tout ça, mais suivez les vidéos de Clémentine Kofi. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a demandé un truc financier. J'ai dit, allez suivre Clémentine Kofi, Eli, Kofi. Bon, j'ai dit, ils sont 3 Kofi que j'aime là. Allez suivre. Ils vont, les frères Kofi. Elle, ils sont mieux que moi pour vulgariser l'information financière parce Ouais. qu'ils ont la formation de source. Ils ont les informations qui sont à la pointe et puis ils sont dedans. Donc, quand il y a les mises à jour, ils ont déjà ça. Si vous venez nous voir là, nous, c'est ChatGPT. ChatGPT, il ment. Et oui! Deux fois, mais je lui dis, il ment. On continue. Quand on parle de C'est vrai. liberté et d'indépendance financière, Oui. selon toi, de quoi on parle réellement? Parce que je pose cette question parce que souvent, tu vois, souvent quand on regarde les vidéos et puis il y a les publicités qui viennent, il y a des gens qui sont dans le sud, il y a des gens aussi maintenant là, 30 ans et à la retraite, la liberté financière est devenue quelque chose qui fait vendre. C'est comme on dit le mot à la mode. Tout le monde parle d'indépendance financière, tout le monde parle de Effectivement. liberté. Donc, pour Effectivement. toi, ça veut dire que c'est quoi l'indépendance? Normalement même, ça ne devrait pas être pour moi. La définition de l'indépendance financière est unique. Quand on dit tu es indépendant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, c'est un peu de auto, comme on dit là, c'est répété, mais ça veut dire que tu ne dépends pas de quelqu'un, tu ne fais plus rien, tu n'es plus pas obligé de t'impliquer et puis tu es tranquille. Donc, c'est quoi au juste? Parce que il y a la sécurité financière qu'on peut obtenir du travail. Ça veut dire que tu travailles et en contrepartie, tu reçois un revenu qui te permet de faire face à toutes tes charges et tes engagements. Mais l'indépendance financière vient quand tu reçois un revenu passif. Un revenu passif que tu as bâti de telle sorte que tes revenus passifs couvrent l'entièreté de tes engagements dans une période donnée. Et comme nous, en général, on fonctionne par mois, donc, tu as tes revenus passifs qui te génèrent des revenus te génèrent de l'argent de telle sorte que tu n'as plus besoin de te casser la tête et que ça couvre l'ensemble. On dit, tu es indépendant. Ça peut être quoi? Soit un investissement. Par exemple, tu as investi dans un fonds de dividendes. Imaginons, tu as déposé l'argent dans un fonds de dividendes. Ça te génère, imaginons que tu as des dépenses pour 3 000 le mois. Et ton fonds de dividendes, y compris tes allocations, y compris ceci, des choses que tu as mis en place, tu as un système automatisé, un business qui te rapporte un revenu passif. Tu es indépendant financièrement. Tu peux te permettre de quitter le pays, aller quelque part, de te promener ou bien de vivre, et puis le système te rapporte de l'argent. Ça ne veut pas dire être forcément riche, non. Ça ne veut pas dire qu'on a beaucoup d'argent, non. Toi, Nelly, tu as estimé tes besoins. Tes besoins par mois, c'est 4 000. Mais l'ensemble de tes revenus passifs, hein, pas celui que tu vas forcément travailler pour que ce sont dit que tu es indépendant. Imaginons, moi, bon, n'imagine pas, je suis conseiller en sécurité financière. Quand je vends une assurance, on me paye des primes. Mais la prime qu'on me paye, c'est de revenus actifs. Tant que je ne vends pas, on ne me paye pas. Et on me paye une seule fois, ça finit. Mais quand j'ai des actifs sous gestion, j'ai 1 million, 2 millions, 3 millions, et que chaque mois, ça génère des rendements pour mes clients et que la compagnie morcelle mes commissions qu'on me donne au mois le mois, imaginons que j'ai atteint, par exemple, 5 000 de revenus passifs. Je ne fais plus rien. Mes dépenses sont 4 000, j'ai 5 000 d'entrée. C'est ça qu'on appelle être financièrement indépendant. Tu n'as plus la pression. Mais combien de personnes qui n'ont pas mis de système en place vont avoir ça? Non. Les gens ont la sécurité financière, mais pas l'indépendance financière, la plupart des gens. Est-ce que tu comprends mieux? Ça fait du sens ce que j'ai dit? Non, tu as débloqué quelque chose
dans ma tête. Parce que ce que tu dis, ça dépasse sens là même. Ça a débloqué. Parce que franchement, je pensais que quand on parlait d'indépendance financière, moi, je voyais que la personne, vraiment, oui, il n'a plus besoin de travailler. Il travaille par envie. Donc, métro, boulot, dodo, ça s'arrête. Mais je pensais aussi à une certaine richesse. Donc, oui, que ça fait le lien. Donc, tu n'es plus dépendant. Donc, tu peux décider de travailler. Tu peux décider d'aller tant. Mais comme tu Voilà. dis, Ce que tu si par gagnes exemple, là-dessus, les revenus ça peut passifs provenir, couvrent tes regarde, dépenses. je peux te donner des sources de revenus passifs. Par exemple, tu as des biens locatifs immobiliers. Immobilier. Voilà, tu as des dividendes, je les ai déjà cités, des intérêts de placement. Tu as un business automatisé. Tu as aussi des redevances, par exemple, tu as écrit des livres, tu as des droits d'auteur qui te rapportent de l'argent. Il y a des gens comme ça. Même avec nos fonds qu'on a, imaginons quelqu'un qui a déposé peut-être 1 million sur un compte et qui lui verse, comme on appelle, une rente viagère. C'est-à-dire, il a payé une rente. Et puis, chaque mois, on lui donne 5 000, 5 000, il a une redevance comme ça. Et ses dépenses sont 3 000 ou 4 000. Il a l'indépendance financière. Donc, il est indépendant par rapport au fait d'aller travailler pour gagner. Lui, maintenant, il a établi un système qui lui donne de l'argent. En fait, c'est ça l'indépendance. Mais il est riche même. Parce que s'il veut, il travaille. S'il veut, il ne travaille pas. Si, il travaille. Il voyage pas. Pourquoi plusieurs personnes travaillent énormément sans avancer? On voit des gens qui font 2, 3 jobs. Comme tu as dit là, tu étais dans le métro, tu voyais des gens dormir et tout. Souvent, on est épuisé, on collectionne les heures et tout. Mais ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? OK. Plusieurs raisons font ça. C'est d'abord une question d'éducation. Déjà, l'école nous a systémisé, comme on dit, systémisé aussi, nous a mis dans un système. Va à l'école et puis tu vas faire des grandes études, tu vas avoir franchement l'argent tant que tu travailles. Donc, c'est métro, dodo, boulot, métro. Plusieurs travaillent, gagnent de l'argent, mais ne font pas travailler leur argent. Ça dit, ils travaillent dur, mais ne travaillent pas intelligemment. Donc, le manque d'éducation financière, le manque de plan. Oui, le manque de plan. Quand tu n'as pas de plan, tu n'as pas d'objectif, où tu t'en vas? Imagine-toi, tu ne réfléchis jamais à combien tu veux avoir d'ici 15 ans, 20 ans, 30 ans, d'ici ta retraite. Tu n'as pas de fonds d'urgence de côté, puisqu'il n'y a pas d'argent pour l'urgence. On va tourner en rond comme ça, parce que déjà psychologiquement même, on ne s'apprête pas à s'arrêter. On ne s'apprête pas à s'arrêter parce que c'est nous et le travail et l'argent. Donc, le manque d'organisation financière, le manque d'éducation financière et le fait de ne pas se faire accompagner par un professionnel de la finance parce que les gens pensent qu'ils connaissent. Mais le problème avec l'argent, c'est qu'on gagne de l'argent, mais l'argent ne vient pas avec une notice explicative. Il y a des principes de gestion. Il y a vraiment des principes de gestion. C'est pas, dans ce temps, je ne suis pas vraiment sur Facebook. C'est vrai, je fais des petits posts, pas comme avant, je faisais les directs. Je suis beaucoup plus sur TikTok. Mais c'est pas si tu as eu la primeur de ça, mais il y a une jeune dame qui est de notre communauté qui a fait 163 000 de revenus. Et qui, quand elle me contactait, elle était à la moitié de ses revenus. Elle m'a dit, écoute, moi, je ne veux pas payer les impôts. Je suis infirmière. Je sais que de façon je travaille, je vais payer les impôts. Moi, je veux juste que tu m'aides à ne pas payer les impôts cette année. J'ai dit, viens, on va faire une stratégie. Regardez sa situation, ratio d'endettement, code de crédit, la stabilité de l'emploi, tous ces comptes enregistrés, envoie-moi les relevés, tout et tout. On fait une stratégie de prêt réel. Prends le prêt réel, on met là-dedans. Retour d'impôt, 27 000. Tu t'imagines? Donc, d'un côté, comment l'argent travaille? On gagne de l'argent, certes, quand on voit le cercle de l'argent, mais il y a une partie qui va aller en impôt sur salaire, mais il y a une bonne partie encore qui va aller en impôt sur la consommation, la taxe sur la consommation. Mais quand tu as payé ces impôts, le gouvernement est gentil, ils sont équilibrés, ils permettent à chacun de récupérer. Tout à l'heure, tu parlais du REER, de pouvoir récupérer une partie des impôts qu'on paye. C'est pour ça qu'on nous donne la capacité de cotisation réelle qu'on va trouver sur nos avis. C'est pas si tu vois, qu'on va voir sur nos avis. Et maintenant, le CELIAP aussi.
tu vois. Mais si on n'est pas prêt à écouter qu'il y a des stratégies qui permettent d'aller cotiser mieux et que toi, tu mets juste ton argent, par exemple, tu vas acheter une maison, mais tu ne sais pas que si tu mets dans le CELIAP le même argent juste parce que tu l'as mis là-bas peut te retourner 2 000 à 3 000 de le retour d'impôt. Est-ce que ça, ce n'est pas du gâchis? Mais il y a des fois, on veut prendre rendez-vous avec quelqu'un, les gens n'ont pas du temps. Il a deux boulots. Il va, il vient, il va, il vient, même pour s'asseoir un peu pour discuter. Donc, en fait, c'est ça. Le manque d'éducation financière, le manque de plan et le manque de se faire accompagner. Et ce sont ces trois raisons. C'est vrai, ce n'est pas exhaustif, mais ça, il peut en avoir d'autres. Moi, c'est ce que je pense. Par où une personne qui veut reprendre le contrôle de ses finances doit commencer? Quand tu parles de reprendre, ça veut dire que la personne a perdu Je le dis que la contrôle. personne a perdu. Mais quand je parle de reprendre, ça veut dire que la personne même est en train de nous écouter et puis n'arrive pas. C'est pas qu'il travaille au minimum, il travaille même pas au minimum. C'est pas qu'il dépense aussi, parce que souvent, on a l'argent, mais on sait même pas où ça rentre. Si. Donc, Si. comment est-ce que c'est par où cette personne-là doit commencer? Déjà, la prise de conscience que ça ne va pas bien, c'est déjà un très bon départ. C'est très important de réaliser que on est en train de tourner en rond. Malheureusement, j'ai remarqué que c'est ceux-là même qui ont plus duré. Je ne dis pas tout le monde, hein, mais la plupart de mes clients qui sont endettés et qui sont en difficulté, c'est ceux qui ont déjà fait plus de 5 ans ici, ceux qui ont duré, et même qui sont autour de 10 ans. D'accord? À cause des erreurs, de petites erreurs ou de grosses erreurs, parce qu'on s'est empressé, on a voulu investir au pays, on a pris les cas de crédit, les marges de crédit. Ce n'était pas de mauvaise guerre, mais c'est que les gens ont voulu aller vite. Ils ont écouté des choses, les gens leur ont dit, venez ici, et puis bon, ils se sont empressés de faire certaines choses. Et puis aujourd'hui, ces personnes sont endettées. Moi, je dis à ces personnes, ne vous sentez pas gênés. Moi, je suis abstrainte à, comme on dit, à garder vos informations. Je n'irai jamais votre nom sur la place publique. Je dois garder vos informations. J'ai fait vœu de garder les informations personnelles des gens. Donc, parler déjà, prendre conscience qu'on est en difficulté financière et trouver un professionnel avec qui parler. En général, en parlant, la personne elle-même, elle se libère et puis elle commence même elle-même à trouver des solutions. Très souvent, quand je veux aide à trouver les solutions, la personne même va aller encore plus vite que ce que je suis en train de dire. Je te donne un exemple. Et puis, effectivement, comme tu le dis, en général, c'est les gens même qui gagnent beaucoup. Ceux qui gagnent 190 000, 150 000, au-delà des... Ils ont tellement l'impression qu'ils ont l'argent qu'ils vont commencer à faire un peu de tout et en désordre. D'accord? Comment comprendre que quelqu'un qui gagne pratiquement plus de 200 000 peut être endetté autant? Mais tu vas voir qu'il est rentré dans plein d'engagements. D'accord? Donc, déjà, la prise de conscience que ça ne va pas. Prendre son courage à deux mains pour décider de parler avec un professionnel. Je ne dis pas moi, on est tellement nombreux. S'asseoir pour faire un diagnostic. C'est très important. Lister, faire la liste de ses dettes. Point par point, ne rien négliger. D'aide, de marge de crédit, carte de crédit. L'erreur que les gens commettent dans la communauté aussi, c'est que les gens ne connaissent pas les taux de leurs cartes de crédit et de leurs engagements. C'est très grave. Parce que aussi longtemps que tu n'as pas conscience de ce que ça te coûte, cette dette-là, tu ne t'empresses pas pour t'en débarrasser. Une dette de Fairstone ne va pas avoir les mêmes impacts qu'une dette de RBC. Parce qu'ils ont pris leur temps, c'est une banque sérieuse, ils t'ont prêté, ils ont pris les taux, les intérêts, ils ne vont pas aller au-delà d'un certain taux. Mais Fairstone peut te faire carrément du 27%, du 30%, les Flexity et tout. Donc, il faut s'asseoir, faire la liste, il faut voir laquelle de ces dettes te draine plus. Et puis avoir un plan, voir quelles sont les solutions possibles. Moi, je dis toujours, il y a un plan. Il y a un moyen de s'en sortir. Si on veut, il y a toujours une solution. Ce n'est jamais tard. En tout cas, moi, il n'y a pas quelqu'un qui est venu encore me voir avec qui on n'a pas élaboré une stratégie. Il y a toujours un plan. Donc, tu veux prendre tes trucs en main. Très souvent, c'est l'endettement qui fait que c'est ça qui pose un problème pour la reprise des finances en main. D'accord? Donc, quand tu as eu un plan pour te désendetter, il faut rester discipliné et
Ce n'est pas parce qu'on s'est débarrassé d'une dette de 2 que ça commence à aller et qu'on va encore en reprendre. Non. Quand ça commence à aller et il faut continuer de vivre en dessous. Donc, quand on a fait son diagnostic, il faut couper les dépenses inutiles, vivre en dessous comment on appelle, de ses capacités financières, diminuer vraiment. Et puis, une fois on est sorti de la dette, c'est que on a reçu, ça dit que là où on a coupé, le plus qu'on a gagné, il faut recommencer à épargner. Ça dit s'établir toi-même un fonds d'urgence. Parce qu'il ne faut pas compter vraiment sur les cartes pour en faire des fonds d'urgence. Normalement, ces cartes-là, on doit les utiliser et parce qu'on sait qu'on va pouvoir rembourser dans un délai record. Donc, avoir son propre fonds d'urgence et commencer à investir, même si c'est un peu, un tout petit peu. Donc, moi, c'est l'ordre que je donne. Si on est endetté, on va parler avec un conseiller, quelqu'un qui peut nous aider, dresser la situation, faire un budget, élaborer ce plan-là, le mettre en œuvre, et puis une fois on sort de là, constituer sa propre épargne de fonds d'urgence et puis investir pour faire travailler son argent dans des très bons fonds d'investissement. Comment c'est ce que je dirais? Tu as un peu répondu à la question que je vais te poser. Oui. Mais on va revenir un peu dessus. Oui. Et toi, dans ton ordre là, tu as un peu répondu. Oui. Épargne ou remboursement de dette, c'est quoi qu'on priorise? Tout va dépendre. Et franchement, parce qu'il y a ce qu'on appelle la mauvaise dette et il y a la bonne dette. Ouais. La mauvaise dette, c'est celle-là qui ne rapporte rien. C'est les dettes de consommation. On peut avoir de bonnes dettes, une bonne dette d'hypothèque, une bonne dette de, je ne sais pas, un prêt REER qui te rapporte. Mais il y a des dettes qui tirent, qui drainent. Imagine-toi, on fait un calcul, tu dois par exemple un bon montant sur ta carte de crédit, 8 000, et puis ça te fait 21%. Tout est échu. Mais même si tu investis ton argent dans un fonds à long terme, en général, c'est combien? 9% de croissance à long terme. Alors que tu as une carte qui est en train de te drainer du 21%. Je vais te dire, coupe cette dette. Mais si c'est comme tu dois juste $1 000, 2 000, ben non. Normalement, on devrait pouvoir faire tout à la fois, payer les dettes et investir, ne serait-ce qu'un peu de côté, parce que l'investissement va croître et donner de la valeur sur une longue période. S'il est bon d'investir en même temps, mais si on doit beaucoup, on doit pouvoir s'attaquer à la dette et arrêter l'hémorragie. Merci beaucoup, 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 là, parce que c'est tellement pertinent ce que tu dis. À partir de quel moment quelqu'un, parce que tu connais, non, on dit, la réponse la plus hypocrite, c'est quand on te demande comment tu vas, puis tu dis, je vais bien. C'est devenu comme la réponse passe-partout facile. Souvent, parce qu'on ne veut même pas ennuyer la personne en face, parce qu'on se dit, par exemple, la personne en face n'a pas besoin de savoir comment je vais réellement. À quel moment, à partir de quel moment une personne doit arrêter de faire semblant que tout va bien et agir vraiment? En tout cas, en matière de finances, il y a beaucoup de signaux. Quand tu es en perte de vitesse, par exemple, la cote de crédit est un très bon signal qui montre que ça ne va pas bien. Tu es en train de perdre la vitesse avec la cote de crédit. Ici au Canada, avoir une mauvaise cote de crédit, ce n'est pas du tout bon. Je dirais aussi l'âge. Oui, quand quelqu'un a atteint 50 ans et qu'il est encore endetté, c'est grave. Parce qu'il ne reste pratiquement pas grand-chose pour atteindre la retraite. Comme tu as dit, à partir de quel moment, donc je profite pour me situer sur une échelle aussi de temps. L'âge. À un certain âge, on ne doit plus s'amuser. C'est vrai qu'on dirait qu'il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard, mais en matière de finances, on peut ne pas récupérer ce qu'on a perdu si on ne fait pas attention. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le coût de l'attente. Le coût de l'attente. Parce qu'en matière d'investissement, comme je le disais, si investir $100 par exemple pendant 40 ans, ou bien 30 ans, ou 25 ans, si tu le fais un an plus tard, tant que c'est un placement à long terme, tu vas voir que tu peux perdre même 40 000, 50 000. Donc, je dis que à partir du moment où on a des signaux
comme la cote de crédit qui baisse, on doit trop. Et puis, on a un âge qui est en train de s'avancer ou qu'on est en train de rien bâtir. Il faut arrêter de faire semblant. On n'a rien à prouver à qui que ce soit. On n'est pas en compétition. On n'a rien à prouver à qui que ce soit. J'espère que vous entendez ce que j'entends. En tout cas, pour ma part, moi, je n'ai... C'est nous-mêmes qui sommes notre baromètre. Et comme elle a dit, il faut qu'on mette une échelle de temps. Peut-être que tu m'écoutes et puis tu as 55 ans et puis tu es endetté. Ça ne veut pas dire que c'est fini. Non. Commence, elle a donné 3 trucs. Elle dit, consulte quelqu'un, un professionnel. Elle a dit, tu n'as pas besoin d'aller elle. Mais vous voyez comment elle parle bien, non? Moi, je dis, elle est materne. Allez la voir. Prenez, c'est pas payant tant qu'elle ne vous a pas fait, je ne sais pas si elle dit signer un contrat ou bien si votre portefeuille n'est pas sous sa gestion. Ouais. Elle vous écoute. Et en tout cas, les 3 Kofi que je connais dedans, là, dans ce métier-là, c'est des gens que, je ne sais pas si c'est leur papa Kofi qui n'aime pas l'argent, mais ils sont très ouverts à prodiguer des conseils, à écouter. Bon, comme elle a fait un peu de ça, donc elle a l'écoute active. Maintenant, après, s'il y a à mettre des stratégies en place, là, maintenant, vous allez parler de signer de quoi, de gestion, de tout. Sinon, moi, j'ai toujours été dans son inbox. Et puis, sans vous mentir, elle a mis en place un petit groupe à Ottawa-Gatineau, des Ivoiriens qui résident là-bas, de manière bénévole avec une autre sœur. Et puis, ils font vivre la communauté à leur manière. J'ai vu leur barbecue. Un jour, il y a la force pour aller faire surprise dans leur barbecue. Mais ils mettent de la vie. Et puis, moi, par exemple, quand un Ivoirien vient, il me dit Ottawa-Gatineau, c'est dans son inbox que je dors. Il y a quelqu'un qui voit mon visage dans son inbox. Il lui dit que pardon, maman, il y a quelqu'un qui vient à Ottawa-Gatineau. Même quand c'est pas, elle va me dire, bon, je vais rentrer en contact. Elle rentre en contact, elle le met dans le groupe WhatsApp. C'est pas pareil, c'est pas derrière elle. Même elle n'est pas là quand il y a quelqu'un, il met la taguer là-bas. Elle me dit, après moi, elle dort pas. Là, ma question va s'appeler Madame Grandeville. Tu as vécu dans des grandes villes. Oui. Tu as vécu dans des métropoles, dans les 3 grandes villes du Canada, à savoir Montréal et Toronto. Là, maintenant, tu es à Ottawa. Tu as côtoyé des gens dans ces différentes grandes villes-là. Selon toi, selon ton regard et ta lisibilité de la chose, quelle différence est-ce que tu vois dans la réalité financière des gens que tu côtoies dans ces différentes villes-là? OK. Bon, déjà, c'est 2 provinces différentes, le Québec et puis l'Ontario. Je dirais que le Québec, c'est une province qui a beaucoup de programmes au niveau social. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, j'encourage les parents, même si vous n'avez pas encore l'argent pour cotiser à leur compte, il faut ouvrir le compte des enfants. Par exemple, le REE, au Québec, ça rapporte plus qu'en Ontario. Parce qu'en plus des 20% que le gouvernement fédéral donne, il y a ce qu'on appelle l'incitatif québécois qui est encore 10%. Ça, donc, il y a beaucoup de programmes au niveau social au Québec. On dirait que les gens disent, oh, vous en Ontario, on vous paye plus. C'est vrai, on paye plus, mais ça va, il y a aussi plus de dépenses en Ontario. Les maisons coûtent beaucoup plus cher. Moi, j'étais déjà à Montréal dans une maison de 800$, mais quand je suis allée à Toronto, la maison que je suis allée prendre était à 1800$. Tu t'imagines? 1000$ de plus, tu vois. Donc, les assurances, ça coûte déjà très cher, d'abord à Toronto par rapport à Montréal. Donc, il y a cette tendance de vie un peu plus chère en Ontario par rapport au Québec. En Ontario, au niveau de l'impôt sur les revenus, l'imposition est un peu moindre. Par exemple, déjà, la taxe sur la consommation, c'est un seul niveau. L'impôt sur le revenu, c'est un seul niveau. En zone anglophone, au Québec, il y a ces 2 niveaux d'imposition fiscale qui peut paraître comme on est un peu plus imposé, mais en réalité, on va retourner ça aussi sous forme de prestations sociales. Donc, c'est ça. Et moi, j'aime bien les prestations sociales parce que ça, c'est sans impôt.
Quand tu reçois une prestation sociale, par exemple, allocation familiale, tu n'as pas à la déclarer, par exemple. Tu vois. Donc, c'est ça, cette différence-là se trouve à ce niveau-là. Donc, je dirais que quelqu'un qui est au Québec pourrait saisir ça. Moi, je disais ça à des amis, à des gens qui sont arrivés récemment, qui se pressent pour aller travailler, disent, c'est vrai, vous allez travailler, mais avec le nombre d'enfants que vous en avez 5, c'est pratiquement un peu plus de pratiquement 3 000 que vous avez. C'est le meilleur moment même pour mettre l'argent de côté, libre d'impôt. Parce que cet argent-là, pratiquement quand tu es au Québec, que tu as plusieurs enfants, tu peux avoir pratiquement le même revenu que quelqu'un qui travaille. Pourquoi? Parce que quand la personne commence à travailler, on va commencer à couper les prestations sociales. Tu vois? Alors que c'est mieux de gagner l'argent en prestations sociales que de gagner l'argent en salaire. Parce que le salaire, lui, va partir encore en impôt sur le revenu. En plus, on va utiliser ça pratiquement contre toi quand tu vas vouloir prendre, par exemple, des prêts et bourses parce que tu as gagné beaucoup trop. On va t'enlever la bourse pour te donner plus de prêts. Donc, ce que moi, je vois, c'est que en Ontario, la vie est un peu plus chère par rapport au Québec. D'accord? Il y a beaucoup de prestations sociales au Québec qui ne sont vraiment pas négligeables. Donc, nous qui venons en Ontario, on a d'autres raisons pour être ici. Ouais, ben, il y a l'anglais. Moi, la majorité de ceux qui Oui, sont en Ontario, si, ça, c'est c'est vraiment ça. un de vos plus. Et puis, il y a le système anglo-saxon en général, parce que nous, on est dans le système francophone, donc on a la limite un peu du système francophone. Et puis, nous, on vient, on est confortable, souvent même Si, dans si. notre français. Le code civil québécois, c'est pareil que le code civil ivoirien. Quelqu'un qui connaît Mhm, là la majorité, il mhm. n'y a pas trop. Or, vous partez dans la common law, donc c'est différent. Donc, et puis on le sait, on le dit tous les jours, les anglophones sont différents que les francophones. Eux, ils saluent. Si, En si, tout cas, c'est ça, vous c'est ce avez côté-là, ce l'argent, côté chaleureux là, où le tu côté, fais ton dos, tu passes, même quelqu'un, il est assis devant sa porte de loin là-bas, il te salue. Bon, c'est ça, oui. si, Et si, puis, si. parlant des nouveaux arrivants, là, j'ai donné mon petit témoignage vite fait, bien fait. Je pense qu'il y a des gens qui ont déjà écouté ce que j'ai dit. Moi, je suis arrivée en août. En août. Donc, voir août, décembre, c'est pas beaucoup, là. C'est pas beaucoup de Mhm, mois. Août, mhm. septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, 4 mois. Ouais, Donc, oui. 4 mois, moi et mon mari, on avait Mhm, travaillé, je pense, 7 500. Juste les 4 mois, nous deux. mhm, Donc, on allait faire déclaration d'impôt. 7 000 plus Mugu du pays, ça ne fait pas les 15 000. Donc, mhm. tu es en bas de la. Tu es vraiment dans le premier palier Un- de oui, c'est l'imposition. un taux minimum Si on forfaitaire. prend Normalement, tu ne vas pas payer. Ouais. donc, on te retourne et Mhm. puis tu es considéré comme faible revenu parce que tu es pauvre. Revenu. Bon, on suppose qu'avec 7 000, tu ne peux pas vivre. Vous êtes une famille avec 2 enfants. Donc, je te dis, Mhm. retour d'impôt De ça. de Parce ça. que tout ce qu'on t'a prélevé, on va tout te Tout ce reverser qu'on parce que t'a tu n'es pas prélevé, on te imposable. reverse. Oui. Et puis, moi, mais il me dit, il ne demande pas à quelqu'un. Il me dit, mais ce pays-ci, c'est le pays où coule le lait, le miel. Et puis moi, mais il dit, je dis, Et mais j'ai travaillé petit, c'est comme me donne. Donc, s'ils travaillent beaucoup, ils vont me tuer l'argent. ça, c'est blagué, tu es. L'année qui a suivi, là, mon wallo, il était tellement traumatisé que j'ai appelé à la caisse des jardins. J'ai dit que, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment fonctionne l'argent ici? Donc, le conseil qu'il a donné aux nouveaux arrivants, c'est un vrai conseil. Il ne faut pas que les gens vont négliger. C'est juste, je donne ce témoignage. Je pense que j'ai déjà donné quelques fois. Mais pour ne pas que les gens négligent, je n'ai pas dit aux gens de ne pas aller travailler, mais je dis, souvent, là, quand tu viens d'arriver, là, il y a de temps de qualité que tu peux tout avec tes enfants. Et puis, moi, le conseil que je donne souvent aux familles, c'est si papa va travailler, il ne faut pas maman va se précipiter à travailler. Maman n'a qu'à commencer à gérer la routine La d'abord. routine. Oui. Gérer la routine avec les enfants. Parce Oui. que Mhm. c'est la majorité de nos familles Mhm. immigrantes, c'est nous parents Mhm. qui avons décidé d'immigrer. Souvent même Mhm. là, on a juste dit aux enfants, en au Canada, ils ont vu le Canada, ils étaient contents. Ah oui, c'est Mais ça. Ils étaient tout contents. Ils nous ont suivis. on a Et puis déraciné souvent, on nos leur a dit, enfants. c'est pour vous qu'on s'en va. Hein? Oui,
on a déraciné nos enfants. On les a Oui, séparés de leurs amis. On les a oui. séparés de leurs grands-parents, de la famille et tout. Nous autres qui Mhm. avons nos enfants qu'on ne les voyait même pas parce qu'ils vivaient chez nos parents là. On les a coupés de tout. Et puis on les a soulevés. On les a envoyés ici. Et si on les a envoyés ici et que papa et maman te jettent en brousse, comme on dit, vous Mhm. voyez que les enfants, souvent, si ce n'est pas un enfant qui C'est- verbalise, lui aussi, il a ses défis. Si, si, Donc, vraiment, si vous c'est avez un la problème. C'est capacité, un oui, problème. si vous avez la capacité que un va travailler, puis l'autre essaye vraiment d'établir une certaine routine, ça sera l'idéal pour vos enfants. Moi, je dis tous les jours, mon premier emploi au Canada, ça a été un peu rough, mais mon deuxième, je ne cherchais plus un emploi, je cherchais un horaire. Mhm. Ah, c'est ça, tu cherchais un horaire. Je C'est ça. cherchais un horaire. Pour Je cherchais plus un accommoder ta emploi famille, c'est pour ça, tes enfants, accommoder. pour les prendre. Depuis près de 9 ans, je ne travaille pas les fins de semaine. Je Mhm. fais du 8 à 4. Mhm. Et puis, Ouais, c'est- je m'en vais les déposer. Je viens les Mhm. chercher. Souvent, les gens disent, oh, tu as le temps, je suis les réseaux sociaux, et temps, et temps. Je dis, c'est mon bénévolat qui est là. Il n'est pas allé Non, prendre temps supplémentaire. Donc, non, c'est ça qu'il fait pour vous donner cadeau. c'est Donc, ça. Mais tes il enfants, c'est faut ta plus vraiment, grande ouais, richesse. il faut prioriser ça. Je nous le dis à nous Je suis tous. d'accord. Je suis C'est vraiment d'accord une avec toi. parenthèse que je fais. Et puis, pour dire que le conseil qu'elle a donné là, c'était pas tiré comme dans les cheveux, par les cheveux là. C'est réel et c'est un conseil des gens qui sont ici. On est ici depuis quelques années, donc on essaye de vous donner selon, comme je dis, notre vision de ce que nous on a Mhm. vu. Bien sûr. Pourquoi, selon toi, certains Mhm. immigrants tombent dans les pièges financiers au Canada? D'accord. Franchement, le plus gros piège financier, c'est le crédit. L'accès facile au crédit. Et les cartes de crédit qui sont si accessibles. Et le sentiment de ne pas avoir ce sentiment de manque on ne sent plus qu'on est en train de dépenser. Par exemple, quand tu as une carte de crédit et que tu vas à Walmart, tu prends, tu prends, tu prends, tu ne calcules pas vraiment. Très souvent même, et tu regardes même pas quand ton badge pour voir si les prix, c'est ça, parce que tu es tellement sûr que le montant qui est sur ta carte va payer. Je te donne un exemple. Une fois, mon mari et moi, on a acheté deux articles. Heureusement que c'était juste deux articles, un tapis et puis quelque chose d'autre. Et puis, la facture sort $240. J'ai regardé, j'ai dit non, non. Et fait, heureusement que c'était juste deux articles parce qu'on avait déjà estimé le tapis, on savait que c'était autour des $100. Donc, si c'était trop, ça devait être 110, 115 comme ça. Donc, je regarde, la femme a badgé le tapis deux fois. Ça dit qu'elle a facturé deux fois. Donc, 90, 90, ça fait naturellement 180, plus l'eau qui est peut-être à $20, ça fait 200. Mais donc, combien de fois est-ce qu'on est passé comme ça à la caisse sans avoir trop contrôlé, sans même chercher à savoir le prix c'était combien? On prend comme ça, on prend, on prend, on prend. De toutes les façons, on a la carte. Donc, l'accès facile à la carte, aux instruments de crédit, ça, c'est un premier piège. Et puis, le fait même de ne pas comprendre la carte de crédit ainsi que les instruments de crédit, parce qu'il y a tellement de fausses idées. Il y a des gens qui disent non, on dit que c'est quand tu laisses un solde sur ta carte que tu te bâtis un historique de crédit. C'est ça que tu vas avoir une bonne cote de crédit. C'est archi faux. Tu vois? Donc, quand tu laisses un peu d'argent sur ta carte de crédit, qui va donner des intérêts, qui va donner des intérêts, qui va donner des intérêts. Et puis, l'autre chose, c'est le fait que les gens courent rapidement, ils veulent travailler pour avoir de l'argent et avoir un niveau de vie comme ça rapidement. Donc, ils vont se mettre dans des engagements tout de suite, d'avoir une voiture, des échéances de paiement, le téléphone, la voiture, si ça, d'autres même vont équiper toute leur maison. Donc, on prend beaucoup de dettes. Et puis, advenant qu'on perd un emploi, on est stressé. Se mettre dans des échéanciers, vivre au-delà de ses moyens. Ça, accès au crédit, vivre au-delà de ses moyens, et puis ne pas avoir l'information. Tu as une carte, mais oui, tu as une carte, tu ne connais pas le taux qu'elle a dessus, donc tu n'es pas sensibilisé que si tu laisses, il va avoir des trucs là-dessus.
tu ne sais pas. Tu sais pas. Et puis, beaucoup vont négliger de s'organiser, mais plutôt vont privilégier envoyer l'argent au pays. Ça, c'est un problème. Les gens qui arrivent ici, on leur regarde derrière, commencent à réaliser. Et puis souvent, les projets, pour beaucoup de personnes, les projets tombent à l'eau alors qu'il a pris une carte, une marge de crédit ici pour aller dépenser là-bas. Donc, tu réalises un projet qui n'est pas liquide. Ça veut dire que quoi? Ça ne va pas te donner l'argent dans les temps tout près, tout près. Tu penses que tu as pris juste 15 000, 25 000 de ta marge de crédit pour aller payer un terrain, pour aller payer, mais ce n'est pas le coût du terrain, ce n'est pas le coût du bien que là, ce n'est pas ça. Pourquoi? Parce que les intérêts qui vont s'ajouter dessus, ça va constituer encore une charge de plus. Donc, en fait, c'est en somme vraiment un ensemble d'erreurs qu'on commet ici. Oublier de planifier, négliger l'éducation financière, ne pas aller à l'information, ne pas demander de l'aide quand c'est compliqué, arrêter même de rêver, parce que les gens arrivent ici, ne rêvent plus, n'ont plus de plans, n'ont plus de projets. C'est comme si j'ai eu la carte de crédit, tout est bon, tout est correct. Donc, on ne rêve plus, on ne cherche pas à voir grand. C'est ça. Donc, le peu qu'on a, ça nous suffit, ainsi que la carte de crédit, advenant qu'on perd un emploi, c'est fini, on est dans le stress. Bon, je pense que, entre autres, voici ça, c'est surtout la facilité du crédit qui ont mis beaucoup de personnes dans des difficultés. Moi, je me rappelle, je partais au marché d'Adjamé pour faire mon marché. Je veux partir avec 20 000, 30 000, j'ai déjà fait toute ma liste de tout ce que je vais acheter. Je ne peux pas arriver là-bas et me permettre d'acheter des choses en désordre. Mais ici, tu t'en vas avec une carte de crédit à 5 000 qui est chargée dessus, qui t'arrive à Costco, des choses que tu n'avais même pas réfléchi à ça avant. Il ne faut pas parler de Costco, pardon. Il a dit, mon mari dit que les gens qui ont les commerces là, ils ont médicaments. Quand tu sors de là-bas, tu te demandes, mais c'est quoi tu as payé? Mon mari dit toujours, mais on dirait qu'ils ont mal calculé. C'est ça. Tu vois, tu t'es parti pour payer 2, 3 trucs. Tu te retrouves avec un chariot comme ça. C'est le jour là que ce que tu cherchais il y a 10 ans là est en promotion. Donc, après, tu te consoles, tu dis de toutes les façons, j'ai payé un peu. C'est pas ça. Il a dit, moi, j'ai acheté des choses là. Et puis, arrivé à la maison, il me demande, mais pourquoi il a acheté? Oui, il y a des trucs, tu as acheté ça et là dans la maison, ça sert. D'après on m'a dit, tu as payé à Bis, ça là. Ça fait 1 an, 2 ans, tu n'as pas porté. C'est que tu ne vas plus porter. Il faut donner à quelqu'un. C'est ça. Parce que c'est les mêmes là, tu portes toujours, mais tu continues de payer. Les dépenses impulsives. On dit que, on va dire que femme elle n'aime pas maison qui a vent dedans. Il y a un petit trou là, elle va l'acheter. Pour venir boucher. T'as raison. Et regarde, le simple même PayPal où on fait pain là. Tu ne peux pas quantifier. Moi, une fois, j'ai essayé. Il y a une astuce où les gens disent que l'argent que tu dépenses, prends, tu mets dans le portefeuille. Et puis, faut faire tes courses au comptant. Il a dit pour enlever l'argent comptant comme ça, $100 comme ça pour payer quelque chose, ça te fait mal, en fait. Mais quand tu prends une carte de crédit, tu fais c'est fini, tu n'as pas le même. C'est ce que j'avais du mal à dire là. Ce sentiment de sentir que ton argent est en train de partir quand tu utilises ta carte là, ce n'est pas là. Comme quand tu as de l'argent espèce. Et ça, c'est l'une des solutions qu'on donne. La dernière fois, j'étais dans un direct, il y a une dame qui m'a dit, moi, je dépense facilement. Je lui ai dit, laisse ta carte de crédit à la maison. Et maintenant, pour faire tes dépenses, va retirer l'argent. Tu écris d'abord ce que tu veux payer. Tu sais à peu près combien ça. Et puis, tu vas avec ça. Ne même pas excédant dessus. Comme ça, si tu as vu autre chose là-bas qui est nécessaire, tu vas mettre ça encore sur une autre liste. Si tu reviens à la maison, tu as toujours encore le temps de réfléchir si c'est nécessaire ou pas. Parce que quand le temps va différer, tu vas te dire, finalement, tu vas même te décourager d'acheter la chose. Mais si tu avais la carte, tu allais l'acheter en même temps. Parce que tu te dis, de toutes les façons, ici, déjà ici, pourquoi ne pas payer en même temps? On dit, les meilleurs clients des compagnies de cartes de crédit sont ceux qui sont en retard. Ceux qui payent, ceux qui sont à jour là, qui payent leur solde au complet là. Il ne faut pas penser que c'est toi qui es le meilleur client parce que tu leur rapportes rien. Rien. Et puis, leur rapporte là.
Il faut remarquer, c'est quand tu commences à dépenser pratiquement beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ta carte, ils vont te dire qu'on t'a préapprouvé pour Il faut encore un nouveau augmenter, niveau. voilà, il faut augmenter. Mais toi, c'est toi le bon client. That's pas le Mettez-vous bon ça client. dans la tête. Et puis, la vieille technique des enveloppes, ceux qui ont le cardio, là, peut-être vous allez voir. C'est Si, la technique des enveloppes. Tu as enveloppe de. Bon, ici, il n'y a pas voleur chez toi à la maison aussi. Il y a ouais, pas enveloppe volé. de carburant. Si, Il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de mettre en cash. Par exemple, si l'hypothèque est prélevée directement non, par non, ou non, ton ça, tu peux loyer, pas. tu ne peux Oui, pas. oui, oui. Mais tes Ça, c'est des épiceries, dépenses fixes. voilà, tes épiceries et tout là, mets ça dans, comment on appelle ça, dans les enveloppes. Et puis si l'argent, attrape ton cœur, si l'argent là n'est plus d'enveloppe, c'est que le budget là est fini. C'est fini. Ne mets Quand pas tu l'autre. vois même là, si tu vas fouiller dans le congélateur, il y a des trucs là-bas que tu vas trouver là-bas pour Oui, fabriquer quelque chose pour manger. Nos frigos sont toujours bourrés. Il y a des oui. trucs même que durer là-bas, on ne mange pas. Mais on Mais doit payer encore pour on venir mettre dessus. surcharge, on met dessus, dessus, dessus. Tu as raison, tu as mangé en bas. Voilà. Si Manger en on bas, fait ça, sors ça. sortir. Tu te dis, cette fois-ci, on va aller jusqu'au fond. Vide, moi, deux fois, j'ai fait opération tout ski, vide frigo. Tout ski Oui. là, c'est le nom de. Il n'y a pas de recette de tout ski. C'est tout ce que tu trouves pour former une recette. On appelle ça le tout C'est ça. ski. Donc, souvent, même là, c'est doux même. C'est ça Surtout que même. tu es galère là, c'est doux. On va parler un peu de ta vie privée sans rentrer dans le privé. Tu es maman d'adulte, tu es épouse et tu es travailleuse autonome. Comment tu fais pour trouver l'équilibre dans tout ça? Ok, je pense même que c'est le travail autonome là même qui m'a rendu équilibré. Parce que c'est moi-même qui fixe mes rendez-vous. J'ai un calendrier. Moi, j'ai défini mes temps libres sur mon calendrier. Donc, les gens vont prendre des rendez-vous en fonction de ce que je leur donne comme canevas. Donc, les autres temps, ça va me servir à rester à la maison avec mon mari, à être aussi avec mes enfants. Et comme mes enfants sont grands, j'ai des grands-enfants. Ma dernière fille a 18 ans, elle vient d'avoir 18 ans. Donc, ils se prennent tous en charge. C'est de mon mari que je m'occupe. C'est quand j'ai le temps libre, oui, entre mes travaux et autres, je peux préparer mes sauces pour les déposer. Ah oui, en général, je prépare comme ça plusieurs choses que je dépose. Et puis, bon, c'est les salades que je vais faire quand je prends soit ma pause à midi. Donc, je suis très équilibrée. Le travail autonome m'a rendu vraiment très équilibrée. Je suis constamment à la maison. Je boucle mes rendez-vous comme je veux. Donc, je me repose quand je veux aussi. Quand j'ai trop travaillé, que j'estime que c'est trop, je peux m'excuser gentiment et décaler des rendez-vous pour me reposer. Donc, franchement, je me sens bien. Tu es sur ton X, d'après les gens. Comment parler d'argent dans le couple sans créer de conflit? Je vais ajouter pourquoi j'ai mis sans créer de conflit. Tu sais, et je sais que d'où on vient, l'argent, souvent, c'est tabou. Les hommes disent que l'argent des femmes, c'est caca des chats, parce qu'on ne voit jamais. Les femmes aussi disent que les hommes, ils cachent leur argent, ils ne déclarent jamais les biens au complet. Et puis, on arrive dans un pays où souvent, on doit collaborer, où on doit parler aussi de finances. On doit plus communiquer. Ça veut dire, on quitte dans un écosystème où, même si monsieur, il ne voit pas l'argent de madame, ou bien madame ne connaît pas le salaire, nous, ça ne nous gêne pas. Le canevas est là, on est à l'aise et tout. Mais quand on arrive dans un nouveau écosystème, ça peut créer des frictions parce que ce n'est pas culturel. Donc, selon toi, quel conseil que tu peux nous donner de comment on peut parler d'argent? Tu viens de dire quelque chose de très important, c'est pas culturel. Ça encore, c'est un problème au niveau de la communauté, c'est que quand on décide d'aller dans un autre pays, il faut qu'on réalise qu'on se retrouve dans un autre environnement. Et ça pose vraiment beaucoup de problèmes. Quand on veut pas s'acclimater, on ne veut pas s'adapter. C'est ça que je trouve que il faut quitter dans les clichés, dans les a priori, dans les histoires de, par exemple, ça c'est travail de femme, ça c'est travail d'homme. Ça fait que ça crée des frictions
qui peuvent amener même au divorce, à la séparation. Madame, ici, c'est le couple qui met l'argent ensemble pour réaliser et pour payer même les charges de la maison. Ça va être difficile au Canada où on est rendu maintenant en tant que couple, que ce soit une seule personne qui s'occupe de la maison avec son salaire. Ce n'est pas évident. D'accord? Donc, l'esprit d'équipe, déjà le changement de mentalité pour comprendre que si on veut gagner, si on veut aller d'abord de l'avant ici, c'est qu'on travaille ensemble pour le bien de la famille. Créer cet environnement, ce cadre-là, où on va se supporter. Donc, l'argent de monsieur ne va pas être pour lui seul, l'argent de madame ne va pas être pour elle seule. Ce n'est pas l'argent qui pose problème, mais c'est comment on aborde le sujet. J'ai bien aimé la façon dont tu as posé la question, c'est le comment qui pose problème. Il ne s'agit pas de crier après quelqu'un, tu es trop dépensier, ou bien c'est quand ça ne va pas, il y a un truc, qu'on va sortir ça pour piquer quelqu'un. Non. C'est-à-dire que c'est quand tout va bien, que l'un dans le couple va prendre l'initiative d'une discussion. Et c'est simple de poser les bonnes questions. Comment, par exemple, qu'est-ce qu'on construit ensemble? Ça, c'est une très belle question. Comment on peut s'organiser pour réaliser des projets parce que le Canada est un pays d'opportunités. C'est qui, dans un couple, n'est pas suffisamment intelligent pour ne pas saisir une pêche si on lui pose une question comme ça pour dire, ah, écoute, mon cher mari ou bien ma chère femme, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire pour s'organiser ou bien pour profiter des opportunités au Canada? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place ensemble? Le tout, c'est de susciter la discussion et voir qu'est-ce que l'autre pense. Parce que le silence, c'est un report de cette discussion. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de ça que l'autre ne pense pas à ça. Oui, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de ça, parce que à la longue, ça peut créer des déceptions. On peut penser que l'autre, celui, ça va bien, tout va bien, alors que peut-être il est endetté. Au moment où on va dire, on va réaliser tel projet, écoute, maintenant on va acheter une maison. C'est là qu'on s'est rendu compte que tout ce temps, la personne a fait beaucoup d'erreurs et n'est plus capable de de te dévoiler ses dettes. J'ai des exemples comme ça où la personne m'a dit, écoute, coach, on veut faire une autre analyse, on va acheter la maison, mon mari, il est chaud pour qu'on achète la maison, mais regarde, moi, j'ai cautionné quelqu'un et il n'a pas averti l'autre. Mais cette dette-là, on a mis maintenant sur la liste de mes trucs, donc il risque de découvrir que c'est à cause de moi, on ne peut pas payer, donc il ne faut pas lui parler de ça. Donc, on lui trouve un courtier hypothécaire, il appelle le courtier hypothécaire pour lui dire, écoute, si tu ne parles pas de ça, donc il va trouver une autre raison pour dire que votre dossier ne passe pas, alors qu'en réalité, c'est la dette de madame qui fait que ça ne passe pas. Donc, moi, je trouve que le plus tôt, c'est mieux. C'est pas que réellement on veut féodaliser l'autre en disant que moi, je veux utiliser ton argent, je veux bouffer ton argent, mais c'est de trouver cet équilibre-là. On peut s'entendre, chaque groupe a sa façon de faire. OK, on peut décider que chacun va gérer son argent, mais au moins on est franc. On va gérer son argent, mais voici ce qu'on peut mettre ensemble hein, là pour réaliser tel projet. D'accord? Il y a d'autres qui sont à l'aise pour ouvrir des comptes conjoints. Ça, c'est eux. Mais on ne va pas avoir un modèle unique. Mais le tout, c'est de discuter du bien-être de la famille et d'avoir un modèle qui nous ressemble. Mais ne pas du tout en discuter, je pense qu'à la longue, ça posera un problème dans le couple. Tu as répondu même à ma question suivante, parce que ça posera un problème dans le couple. Ah, d'accord. Là, on va faire la pause publicitaire avant de repartir avec le reste de mes questions parce que les questions ne sont pas longues. Donc là, je te donne l'occasion de vraiment parler de Primerica, de ton entreprise, du genre, moi j'appelle ça la pause publicitaire, là, où tu te vends en griffe comme les produits que tu proposes. Je sais que le numéro défile, mais les contacts et tout. D'accord. OK. Ben, moi, je suis représentante en épargne collective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je travaille avec des sociétés de gestion de placement. Donc, pas des banques. On n'a pas de ATM, ça veut dire des retraits à la caisse. Non, c'est des comptes de placement qu'on va ouvrir. Donc, tout type de compte. Si vous voulez ouvrir un REE, un REER, un CELI, un CELIAP,
Moi, je suis accréditée dans 2 provinces en fonds communs de placement, Ontario et Québec. Ensuite, en fonds d'assurance, on appelle ça fonds distincts, qui sont des fonds garantis, mais qui offrent aussi de la croissance dans 4 provinces, les 2 provinces, l'Ontario, le Québec, le Manitoba et le Nouveau-Brunswick. Donc, j'offre ces produits-là, c'est-à-dire je vais accompagner pour investir à court, moyen, long terme dans ces différents comptes enregistrés. Donc, moi, je vais accompagner à élaborer un plan pour atteindre un objectif selon les 2, 3 termes que je donnais. Aussi, je suis agent d'assurance, travaillant avec Primerica, mais aussi avec d'autres compagnies comme Edge, CPP. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des CPP. Pour ceux qui sont malades, Canada Protection Plan. Donc, si vous êtes malade, que vous avez besoin de protection parce que les autres compagnies ne veulent pas vous assurer parce qu'on perd l'assurabilité une fois on est rendu malade, CPP ainsi que Edge sont des partenaires qui offrent des assurances garanties pour certaines maladies et puis Primerica pour l'assurance vie temporaire, CPP l'assurance vie permanente. C'est vraiment ça l'essentiel de mes produits, mais il y a aussi l'assurance invalidité. C'est vrai qu'on fait de l'hypothécaire, assurance aussi auto et habitation dans tout le Canada, sauf le Québec. Mais moi, je suis vraiment focusée sur l'investissement et l'assurance vie et invalidité. Je peux faire assurance complémentaire, maladie grave et autres. Si on me le demande, je peux le faire. Mais c'est pas ça mes produits phares. C'est vraiment accompagner les gens à se protéger de façon adéquate et parallèlement mettre un plan d'investissement en place. D'accord? J'encourage les gens à quitter les CPG, certificat de placement garanti, qu'on appelle certificat de pauvreté garanti à Primerica, surtout quand c'est des investissements à long terme. Il faut aller chercher des fonds équilibrés et des fonds de croissance, des fonds d'action que les gens appellent des ETF pour avoir des rendements un peu plus élevés. D'accord? Donc, c'est succinctement ça. Je veux aussi aider avec la dette. Ça ne me rapporte rien, mais ça fait partie aussi de mes responsabilités en tant que conseiller, d'accompagner ceux qui sont endettés, de les aider à se sortir de là et mes consultations sont gratuites. J'ai beaucoup de clients dans la communauté qui sont venus me voir pour la dette. On n'a parlé que de la dette et on les a aidés avec un plan sans quoi que ce soit. Ils sont là, ils se connaissent. Donc, voilà, c'est un peu ça. Non, mais j'essaie. J'essaie. Donc, même si je ne suis pas partie, mais j'essaie que tu le fais gratuitement. Puis, je te refais souvent aussi, je demande aux gens de te contacter parce que je sais, comme j'ai dit, il y a aussi le côté maternel, franchement. Et puis, ta voix là, quand la personne vient dire il y a un problème, quand tu as commencé à parler net, le type, un peu de problème, elle va quitter. 3 conseils que tu peux donner à quelqu'un qui décide de reprendre sa vie financière aujourd'hui, quand il nous écoute là, il est prêt. Quels sont les 3 conseils? Je sais qu'on va se reprendre, on va se redire là, mais vu qu'on est en train de terminer notre truc, oui, franchement, si la personne a beaucoup perdu le temps, je vais ajouter un dernier conseil dessus. J'ai déjà dit d'élaborer un plan, ça je l'ai déjà dit. Mais un dernier point que je vais dire, oui, c'est d'aller chercher aussi une nouvelle source de revenus. Revenus complémentaires, c'est très essentiel parce que quand on veut reprendre ses finances en main, il peut arriver que ce qu'on gagne ne suffise pas pour que rapidement on puisse se couper avec la dette et commencer à épargner. Donc, on peut prendre par exemple un deuxième boulot, quelque chose aussi de supplémentaire qu'on peut faire, qu'on va affecter rapidement à payer cette dette-là. D'accord? Donc, ça, c'est ce que j'ajouterais comme bonus. En plus de élaborer un plan pour couper ses dettes, avoir un fonds d'urgence, je dirais, il faut aussi, si c'est possible, dans le meilleur des mondes, il faut aller chercher une source de revenus complémentaire pour commencer à gagner du temps et accélérer un peu la réserve de liquidité, c'est-à-dire l'épargne d'investissement. Parce que après tout, même si on n'a plus de dette, c'est bon aussi d'avoir de l'épargne et d'avoir de l'argent. Parce qu'il y a 2 risques. Il y a le risque de mourir tôt et de laisser des engagements, des jeunes enfants, mais il y a le risque aussi de vivre longtemps et de ne pas avoir suffisamment d'argent pour financer sa vieillesse. On voit beaucoup de vieilles personnes qui sont encore dans les systèmes parce qu'elles n'ont pas
elles n'ont pas eu une retraite, leur retraite n'est pas suffisante, elles sont obligées de retourner au travail. Est-ce que les nôtres sont conscients qu'il nous faut préparer notre retraite? Et le Canada donne une sécurité vieillesse, mais le REER doit nous aider aussi, ainsi que les CELI complémentaires à préparer notre retraite. C'est important. Juste pour compléter, oui, le Canada donne une sécurité, mais nous, on arrive ici, on est déjà adultes. Il faut penser Oui. que pour avoir la pleine pension de retraite, il faut avoir travaillé 40 ans. Et 40 ans après, c'est... Oui, effectivement. la majorité des immigrants, je n'ai pas parlé de deuxième génération, je parle de première génération, ne vont pas travailler 40 ans, il ne faut pas se mentir. Oui. Donc, C'est une pension en partielle qu'on partant, va avoir. voilà, en partant, on a la pension partielle. Donc, on est comme Usain Bolt sur le terrain. Quand on arrive là, en même temps, on commence à courir le marathon. Moi, je dis tous les jours. Un immigrant qui arrive, souvent, moi, une fois, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé, un Québécois qui m'avait demandé, mais pourquoi on a l'impression que c'est les immigrants qui achètent beaucoup les maisons et tout. Je dis, mais souvent, quand on arrive, on veut d'abord avoir le niveau qu'on a laissé et puis commencer à courir comme vous. Donc, au moment où on arrive sur le tatami, là, le match a déjà commencé. Donc, ils essayent de... Et vous commencez à mouiller le maillot en même temps. Oui, c'est ça. Et souvent, on ne fait pas de bons choix, malheureusement, parce que comme tu dis, Ouais. on se précipite, on ne met pas les priorités à la bonne place. Donc, Oui. j'espère vraiment que les gens qui nous écoutent essayent de prendre ce qui est important pour eux et puis en tenir la graine. Il y a une question de Sina dans les commentaires qui dit « Quel conseil donnerais-tu à des personnes intéressées par l'investissement? Comment commencer? » Oui. Déjà, c'est de définir ton objectif. L'investissement a plusieurs objectifs, court, moyen, long terme. Et il faut t'asseoir avec un professionnel qui peut te donner accès au fonds. Si tu vas sur le site de l'AMF dit si tu veux, s'il y a deux façons d'investir. Soit tu t'y connais toi-même, tu vas sur des applications, il y a des gens qui savent trader. Et il y a même, oui, sur les sites même des banques aussi, on donne aussi accès aussi pour investir. D'accord? Soit tu t'y connais. Tu utilises des applications, tu vas t'acheter des titres sur la bourse, ou alors tu peux passer par des courtiers indépendants comme nous, qui sommes représentants de fonds de placement pour t'aider avec ça. On va t'aider à définir ton profil investisseur. Et puis, en fonction de tes capacités financières, de ce que tu peux mettre de côté, on va ouvrir le compte que tu veux et puis choisir un portefeuille qui te correspond. C'est simple. Donc, maman, si tu as entendu, l'avant-dernière question, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir tôt sur l'argent? Savoir que l'argent travaille. L'argent peut aussi travailler. Oui, il n'y a pas que l'effort physique qui permet de gagner seulement de l'argent. Ton argent peut travailler. Imaginons, tu as 1 000 $, tu mets sur un compte à long terme à 9%, avec la magie des intérêts composés, l'effet boule de neige, ça commence à produire. Donc, on a comment dire, le propriétaire, sinon celui qui a créé Mérica, qui dit tout le monde peut devenir millionnaire. Par exemple, nos enfants qui sont ici, un enfant qui a 18 ans commence à mettre déjà 100 $ de côté, 150 $, 200 $ par mois de côté. Cet enfant n'a pas besoin d'attendre 65 ans pour y avoir 1 million, tu vois. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. Rien que mettre l'argent sur un fonds d'investissement à long terme avec la croissance. Donc, on travaille beaucoup, mais on travaille pas, je vais dire, intelligemment. On travaille avec la force physique. Notre argent devrait pouvoir produire de l'argent. Donc, c'est ça. La règle de 72. À quel point l'argent va se fructifier plus rapidement, on devrait l'apprendre à tout le monde. On devrait l'apprendre à tout le monde. Et puis, je vais donner un témoignage, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Moi, j'ai une partie de l'argent parce que je vais dire quelque chose que moi, j'aime dire aux gens. La majorité du temps, quand tu commences à investir, investis ce que tu es prêt à perdre. Moi, c'est c'est ce que je donne comme conseil aux gens. Donc, investir ce que tu es prêt à perdre, je l'ai inculqué à mon fils, à mon aîné. Et moi, ce que je suis prêt à perdre là, je l'ai mis sur une application, une plateforme, WithSimple pour ne pas citer, qui est sur le truc, tu peux acheter des ETF là-dessus. Et je dis à l'enfant, tu vas commencer à mettre tes petits 100 piastres là-dessus et tout. L'argent de l'enfant était dans un compte d'épargne chez Desjardins, pour ne pas le citer, parce que
quand il était petit, il y a la caisse scolaire à l'école primaire. Et puis, quand ils grandissent au secondaire, cette caisse scolaire-là est convertie à caisse jeunesse. Desjardins, là, ils sont les meilleurs en marketing de rétention. Parce que depuis que vous êtes à l'école primaire, ils suivent l'enfant là-bas, c'est ils te ça. suivent là-bas. La caisse scolaire, là, c'est fonds de caisse, c'est fonds de poche. Donc, le compte grandit avec l'enfant. Donc, l'argent était là-bas, mais comme elle a dit, compte de pauvreté garantie, épargne de 0,001. Donc, j'ai dit à l'enfant, comme tu as eu 17 ans l'avant, on va mettre dans réel. Parce que quand il a commencé à travailler, vous savez, même quand tu travailles très jeune, tu as ton 18% en réel. Donc, tu es là. Donc, il avait de l'espace dans réel. Donc, je dis, on va mettre dans ton réel. Et puis, tu vas commencer. C'est un peu comme un jeu. À voir comment ça fonctionne. On va acheter quelques actions. Donc, on achète des banques, on achète des fonds négociés en bourse. Et puis, il y a eu un événement, là, je ne sais plus si c'est Trump ou bien quoi, ou bien, en tout cas, il y a eu un événement, là. Ça a fait, c'est au début, là, l'enfant riait. Parce que son compte était quitté, voilà, son compte était quitté quelque part où c'était 0,00 pour aller quelque part où, en tout cas, c'était plus 0,0. Ça montait un peu, il avait les 5%, les 3%, puis je ne sais plus si c'était la décision de Trump ou bien quoi, ça a fait froid. Voilà, maintenant, pas là, l'enfant est fâché. Mais je vous parle de quelqu'un qui a 17-18 ans. Maintenant, il a plus que ça. Donc, je vous parle de quelque chose il y a 3 ans en arrière. Mais c'était pour moi de lui montrer. Et puis, au moment où l'éducation. Voilà, de lui montrer parce que l'éducation financière a malheureusement quitté les écoles. Donc, c'était pour lui montrer. Mais au-delà de ça, quand il était en train de se plaindre, il ne savait pas que c'est à maman que je suis avec. Mais je dois rester sereine. Sinon, il va savoir que moi, il y avait goumé. Mais après, ça a remonté. Donc, c'est pour vous dire que n'ayez pas peur d'approcher des gens qui s'y connaissent pour investir, comme elle a dit. Si vous n'êtes pas, moi, par exemple, je dis, j'investis pas moi-même, mais j'ai la formation pour. Donc, ne partez pas, quelqu'un va vous dire non, il investit par moi-même et puis vous allez le suivre un temps, il ne sait pas ce qu'il fait. Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'ai suivi des cours à l'université. On fait ça. Donc, ne pas aller chez les professionnels. Moi, je ne suis pas professionnel. Comme il dit, moi, il peut donner un conseil à moi et puis mes enfants, ils ne peuvent pas me frapper. Si on m'a donné à quelqu'un là-bas, ils vont aller me dénoncer là-bas. Allez voir Clémentine Kofi. On a fini notre live et puis je remercie Clémentine. Je vais lui donner la parole pour son message de fin. Et puis, merci à ceux qui nous ont suivis. Vous êtes restés connectés jusqu'à... On a dépassé même notre 1 heure. Merci à vous. Rendez-vous, je vous ai dit, je ne peux même plus vous dire parce que je n'ai pas encore d'invité. Donc, si quelqu'un veut venir, contactez-moi et puis vous allez passer. Le but toujours, c'est de former, informer. On discute ensemble aussi pour donner l'heure juste. Donc, merci Clémentine d'être venue et un message pour tous ceux qui sont là et pour tous ceux qui vont nous prendre en marche parce que ce live-là va rester 30 jours sur la page Facebook. Et puis après, aujourd'hui même, vous allez le retrouver sur YouTube. Donc, un message à ceux qui sont avec nous et ceux qui vont venir plus tard. Ok. Moi, je voudrais vraiment te dire merci pour l'opportunité que tu m'as donnée. Moi, je voudrais dire aux uns aux autres, ce n'est jamais tard avec ses finances. Et puis, il ne faut pas s'arrêter de rêver quand on arrive au Canada. On a déjà dépassé des milliers de kilomètres pour arriver ici. Si vous avez un rêve qui est dans votre cœur, donnez-vous la chance de réaliser vos rêves. Moi, j'avais le rêve de pouvoir parler l'anglais comme seconde langue. C'est ça qui m'avait poussé à partir à Toronto et les gens m'avaient dit que c'était suicidaire de le faire. Ils n'avaient pas tort, mais j'ai suivi mon cœur et je n'ai pas regretté. Ça m'a créé des opportunités. Aujourd'hui, le business que je fais, nos ressources sont en majorité en anglais. Et j'ai commis beaucoup d'erreurs. La plupart des choses dont je parle, je les ai vécues moi-même. J'ai été endettée, ça n'a pas été facile. Parce que dans ma volonté de gagner,
Les gens m'ont arnaqué dans de faux investissements. C'est pourquoi moi, j'ai décidé d'aller chercher toutes les licences de l'AMF pour sauver et sortir les gens de là. Donc, c'est mon combat personnel. Souvent, il y a des gens qui me demandent, mais pourquoi les autres ils font comme ça? Je sens que toi, je dis, ça, c'est les autres. Tout est une question de la mission que chacun se donne. Donc, on est ensemble, on est de la même communauté, aimons-nous vivants. Et puis, si on s'est fait mal, pardonnons-nous. Ce n'est pas parce que on est de la même communauté qu'on n'a pas le droit de se pardonner et de se redonner une seconde chance. Il y a des gens qui disent, oui, on est de la même communauté et puis elle m'a fait ci. Non, pourquoi est-ce que tu pardonnerais plus à quelqu'un qui n'est pas de ta communauté et que tu pardonnerais moins à quelqu'un qui est de ta communauté? Donc, moi, si je vous ai fait mal, je vous demande vraiment pardon. Je suis pas méchante et je ne ferai jamais rien intentionnellement pour blesser qui que ce soit. Aimons-nous vivants, encourageons-nous et puis on va gagner ensemble. C'est ce que je voulais dire. Si quelqu'un veut te contacter, redis encore quelle est la procédure pour te contacter. Ok, d'abord mon numéro, il est vraiment public. C'est lui qui est là, 416 527 26 42. C'est un numéro du Canada, c'est un numéro aussi WhatsApp. Donc, si ça, ne me contactez plus sur Messenger parce que je n'arrive Oui, pas c'est vrai, à tu as perdu. à le débloquer. Oui, 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 à le débloquer. On me dit m'identifier. Je mets mon visage, mais ça ne passe pas. Donc, je ne sais pas Je c'est quoi t'ai le dit, je t'ai dit, non. Je t'ai dit, visage là est devenu jeune. Donc, contactez-moi sur mes numéros et puis bon, j'ai mon calendrier aussi que souvent j'essaie de divulguer. Vous pouvez prendre rendez-vous. C'est ça. Donc, pour ceux qui ont suivi notre échange, qui ont aimé l'intervention de Clémentine Kofi, n'hésitez pas à la contacter, son numéro cellulaire. Envoyez-lui un texto, parce que souvent elle en rencontre. Donc, envoyez-lui un texto ou un WhatsApp. Quand elle va se libérer, elle va séduire une rencontre avec vous. Vous pouvez parler de dette, vous pouvez parler de finances, vous pouvez parler même de vie personnelle. Elle est maman, elle est mariée. En tout cas, elle a vécu 10 ans ici, donc elle peut vous donner des conseils aussi. Si vous voulez partir en zone anglophone, je vous ai dit, moi, c'est ma ressource à Ottawa-Gatineau. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Et puis, on se donne rendez-vous à un prochain rendez-vous. J'espère que ça se rapproche. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée.